C'est le monopole de l'État. Une hospitalisation sous contrainte ne peut avoir lieu que dans un hôpital public. Ça va extrêmement vite, c'est-à-dire qu'on reçoit les dossiers 24 heures, 48 heures dans les meilleurs des cas, avant l'audience. Comment on fait quand on est avocat pour dire si la personne, finalement, elle est folle? Est-ce que la personne mérite d'être en hospitalisation? Les audiences sont publiques. Oui. Tout le monde peut assister à une audience. D'accord? Donc il n'y a vraiment pas de secret. La justice ne se rend pas dans l'intimité des couloirs des tribunaux. Évidemment, comme il y a déjà eu des faits divers avec des personnes qui rentraient avec des armes à feu au sein des tribunaux, il y a eu quelques faits divers assez marquants dans les années 70-80, il y a un contrôle, un filtre qui se fait à l'entrée. Bonjour maître déjà. Oui, bonjour. On revient d'une audience sur des soins sans consentement. On peut avoir un petit peu votre retour à chaud de cette audience. Nous expliquer déjà quel était le cas de ce client, pourquoi est-ce qu'il en était là aujourd'hui et ce que vous avez fait pour l'aider. Alors tout d'abord, c'est notre deuxième format, un peu tourné à la sortie d'audience sur le jardin du Pérou. Le premier format avait particulièrement bien fonctionné. Ouais. On vous invite à vous abonner, à aller voir. Abonnez-vous, commentez. Vous avez le plaisir cette fois-ci de voir Gauthier en direct. C'est moi. On est très content d'avoir avec nous parce que ça nous a vraiment permis d'améliorer la qualité des vidéos et avec la forme, c'est le fond qui remonte. Donc merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Un plaisir d'être là. Et aujourd'hui, on revient sur la question des HO, hospitalisation d'office. Hospitalisation d'office, ouais. Alors quelle est la différence? Soins sans consentement, hospitalisation d'office, est-ce qu'il y a une C'est différence la- ou c'est la même façon de dire la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est juste que juridiquement, on parlait d'hospitalisation d'office et que maintenant, on parle de soins sans consentement. D'accord. Donc c'est plutôt historiquement, on en parlait, on utilisait un autre terme avant. Et Exactement. Donc la dénomination a changé, mais derrière, c'est la même idée. C'est des personnes qui sont hospitalisées sans leur consentement. Très bien. Donc sans qu'elles aient la volonté d'être présentes. Et la loi va considérer que dans certaines situations, notamment lorsqu'ils sont dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres, et qu'il est nécessaire de leur apporter des soins psychiatriques, eh bien qu'ils soient, sans leur consentement, prodiguer ces soins sur la surveillance d'une équipe médicalisée. C'est le monopole de l'État. D'accord. Ça veut dire que une hospitalisation sous contrainte ne peut avoir lieu que dans un hôpital public. Pas d'hôpital privé qui pourrait avoir ce qu'on appelle une cellule de soins psychiatriques. D'accord. Ça paraît assez logique, c'est que si vous avez un intérêt financier, parce que les personnes soient présentes dans votre hôpital et occupent des lits, ça peut légèrement changer l'avis des médecins qui vont devoir déterminer si vous devez poursuivre ou non l'hospitalisation. Très bien. Donc le législateur s'est pas aventuré là-dedans, il n'a pas voulu faire des soins sans consentement un business, et donc il considère que ça revient à l'hôpital public d'être le seul titulaire de la possibilité d'hospitaliser sous contrainte des personnes qui sont dans son établissement. Du coup, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est intervenu en appel, si j'ai bien compris. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui a été rendue sur son maintien d'hospitalisation qui n'a pas abouti, en tout cas pas comme on le souhaitait. Du coup, aujourd'hui, on était en appel. Tout à fait. Alors, il y a quelques jours de ça, j'avais eu le plaisir de plaider directement à l'hôpital. C'est une petite particularité des soins sans consentement en France, c'est que l'audience devant le juge de la liberté de la détention, qui est le juge compétent pour savoir si vous devez rester ou non en hospitalisation, cette audience se déroule toujours dans les hôpitaux. D'accord. Alors, c'est pas directement dans les services, on n'est pas en train de plaider dans le bloc opératoire. Bien Mais sûr. on a en fait un petit espace qui est au sein de l'hôpital, qui est réservé au ministère de la Justice et qui permet justement aux avocats et aux magistrats de pouvoir plaider directement les dossiers des personnes hospitalisées sous contrainte. Ça va extrêmement vite, c'est-à-dire qu'on reçoit les dossiers 24 heures, 48 heures dans les meilleurs des cas, avant l'audience. Moi, je recommande, en tant qu'avocat, de ne pas préparer trop tôt les dossiers. Pourquoi ne pas les préparer trop tôt? Parce que jusqu'à l'audience, les personnes peuvent sortir de l'hospitalisation. Il faut le préciser, les textes disent que les mesures d'hospitalisation sous contrainte doivent être des mesures de dernier recours, c'est-à-dire des mesures qui doivent être strictement nécessaires, proportionnées et utiles aux soins que doivent recevoir les patients hospitalisés. Donc si les raisons qui ont justifié l'hospitalisation ont disparu entre le premier jour de l'hospitalisation et la date d'audience, Ouais. la personne n'a pas besoin de rester jusqu'à l'audience, elle peut sortir avant. D'accord. Donc, moi, je recommande toujours de traiter ces dossiers quasiment la veille pour le lendemain. J'ai presque envie de dire, moi, je préfère me lever un peu plus tôt. L'audience est vers 10h, je me lève un peu plus tôt et vers 8h, j'examine les dossiers. Ça me permet d'éviter d'avoir le désagrément, si je peux en parler comme ça, de préparer un dossier et finalement me rendre compte qu'à l'audience, je ne le plaiderai pas parce que la personne est sortie de l'hospitalisation. Une fois qu'on a plaidé ce dossier, donc il y a des éléments qui peuvent arriver jusqu'à l'audience. Là, on peut considérer qu'on a un petit côté un peu à l'américaine, c'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, vous allez pouvoir produire des pièces. Pourquoi? Parce qu'il en va de la liberté d'une personne et qu'on doit être en mesure de pouvoir débattre de tous les éléments nécessaires à la manifestation
finalement de la vérité, c'est-à-dire est-ce que la personne remplit toutes les conditions de l'hospitalisation, et donc vous avez la possibilité jusqu'à la dernière minute de fournir de nouvelles pièces. Bon, rassurons-nous, la plupart du temps, les hôpitaux préparent les dossiers. La plupart des pièces qui sont déterminantes, ce sont des pièces médicales. Il n'y a pas une attestation d'honorabilité qui pourrait être établie par le patient à la dernière minute. Ça ne changerait rien, puisque à moins d'un médecin qui dise clairement, noir sur blanc, que la personne ne remplit pas les conditions de l'hospitalisation, il n'y a pas grand-chose qui va permettre de remettre en cause la justification médicale. D'accord. D'ailleurs, c'est une petite une question que vous pourriez peut-être me poser, mais comment on fait quand on est avocat pour dire si la personne, finalement, elle est folle? Est-ce que la personne mérite d'être en hospitalisation? C'est la question que j'allais évoquer parce que vous l'avez rappelé en audience tout à l'heure et la juge l'a rappelé également. On n'est pas là ici pour faire office de médecin. On n'a pas de compétences en médecine, on ne peut pas dire si la personne elle est folle ou pas, etc. Par contre, vous allez pouvoir juger de la régularité de la procédure et de savoir si toutes les libertés ont été respectées. Tout à fait. Merci de la question qui est très pertinente. Vous l'avez parfaitement rappelé, vous étiez présent à l'audience. Exactement. Les audiences sont publiques. Oui. Tout le monde peut assister à une audience. D'accord? Donc il n'y a vraiment pas de secret. La justice ne se rend pas dans l'intimité des couloirs des tribunaux. Donc on a la possibilité évidemment de participer à n'importe quelle audience. Évidemment, comme il y a déjà eu des faits divers avec des personnes qui rentraient avec des armes à feu au sein des tribunaux, il y a eu quelques faits divers assez marquants dans les années 70-80. Donc maintenant, quand vous rentrez dans un tribunal, comme dans de nombreuses administrations, il y a un contrôle, un filtre qui se fait à l'entrée. Tout à fait. Mais, C'est un contrôle de sécurité. Ouais. Voilà. D'ailleurs, anecdote dans l'anecdote, les avocats n'ont pas à être fouillés à l'entrée des tribunaux. La mallette est ici présente, n'a pas à être ouverte par un policier. Ah, donc on ne peut pas vous, On ne peut pas me vous fouiller en tant qu'avocat. Tout quand à vous fait. rentrez dans un tribunal. Si on décidait de me fouiller, c'est qu'on estimerait que je serais susceptible de commettre une infraction ou de faciliter la commission d'une infraction, et il faudrait que mon bâtonnier soit présent. Ah, Bâtonnier, c'est le chef de l'ordre des avocats local qui va devoir être présent pour pouvoir justement s'assurer de la parfaite régularité de cette mesure qui serait exceptionnelle. Hein. Oui. Vraiment, ça n'arrive, il y a de fortes chances que vous puissiez passer toute une carrière sans que ça ne vous arrive jamais. Est-ce que c'est déjà arrivé? Vous avez entendu parler de personnes où c'est arrivé, d'avocats qui C'est déjà arrivé lorsqu'on estime que les avocats font passer parfois des téléphones portables ou d'autres outils ou ustensiles à des détenus. Ok. C'est déjà arrivé, il y a déjà eu des éléments comme ça, des faits comme ça qui défraient la chronique, mais c'est vraiment exceptionnel. Hein. Oui, bien sûr. Vraiment, On espère. oui, heureusement. Mais voilà, nous sommes des auxiliaires de justice, on fait partie du service public de la justice et on a ce petit privilège, comme si je pouvais l'appeler, mais qui est en réalité le secret professionnel. Oui. C'est une émanation de secret professionnel. On n'a pas besoin de savoir ce que j'ai dans ma mallette. Du coup, on parlait donc à On l'instant. peut accéder librement, Voilà, on effectivement, peut accéder à l'audience. librement à l'audience. Et vous avez eu le plaisir, mon cher J'ai eu le Gauthier. plaisir de vous voir en audience, plaider votre client, et vous avez soulevé quelques irrégularités justement sur la procédure de soins sans consentement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc, on le rappellera, nous ne sommes pas médecins, on n'a pas de compétences médicales, on ne va pas devoir apprécier si le médecin s'est trompé ou non. C'est pas notre rôle et c'est pas ce qu'on nous demande. On n'a pas non plus la compétence de dire si une personne est folle ou non. C'est pas à nous d'en juger. Et rappelons-le, c'est pas simplement le fait d'avoir des troubles mentaux qui va conduire à une hospitalisation. Vous pouvez être un schizophrène et être en parfaite liberté, avoir une vie tout à fait normale. Ce qui va rendre nécessaire et indispensable l'hospitalisation, c'est si vous représentez un danger pour vous ou pour les autres et que vous n'avez pas conscience de ces troubles. D'accord ? D'accord. Donc c'est vraiment toutes ces conditions qui, réunies ensemble, font que vous avez la possibilité, en tant que médecin, d'hospitaliser une personne. Et encore, c'est pas le médecin directement, ça va être le directeur de l'établissement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, et le préfet, notamment lorsqu'il y a un risque d'atteinte à l'ordre public, qui vont pouvoir prononcer des conditions d'hospitalisation. D'accord. On va devoir donc apprécier la régularité. Il y a plusieurs arguments. Moi, j'ai préparé au sein de mes dossiers une sorte de trame dans lequel je vais déployer un certain nombre d'arguments. Il y a notamment, par exemple, des garanties procédurales. Vous devez avoir un certificat médical de 24 heures et de 72 heures. Ces deux certificats médicaux doivent être motivés. On doit retrouver les éléments qui permettent de caractériser ensemble les conditions de l'hospitalisation. Ces certificats médicaux doivent être établis par des médecins différents. Et lorsque vous êtes hospitalisé à la demande d'un tiers, sans péril imminent, vous avez droit à 2 médecins différents pour justifier d'une hospitalisation. Et il faut qu'un médecin d'entre eux ne soit pas un médecin de l'hôpital.
Donc, c'est Un quand même... tiers, est-ce que vous pourriez peut-être préciser pour les quand vous êtes hospitalisé par un tiers, vous pourriez peut-être C'est-à-dire préciser ça. à la demande d'une personne de confiance, une personne qui a qualité pour agir. Ça peut être votre père, votre mère, Oui. votre frère, un ami, un compagnon. Bref, une personne qui vous connaisse. D'accord? Pas une personne comme ça qui passe dans la rue qui dit tiens, cette personne est folle, elle représente un danger pour elle ou pour les autres, et donc je vous demande de l'hospitaliser. D'accord? Ça ne fonctionne pas comme ça. Heureusement, hein, c'est quand même la garantie Oui. d'être libre. Donc, ce sont des moyens d'irrégularité. Vous avez notamment la notification des décisions au tiers qui est à l'origine de la demande. Et ce tiers doit également être informé de la décision de maintien en hospitalisation, décision qui intervient au bout de 3 jours. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'au bout de 3 jours, vous pouvez avoir une crise passagère. Il faut que vous dépassiez ce délai de 3 jours, 72 heures, pour qu'on considère que là, vous rentrez dans un processus d'hospitalisation qui va durer un peu plus longtemps et qui va nécessiter qu'on saisisse un juge. Très bien. Donc le tiers doit être informé qu'il va y avoir une mesure de maintien et une date d'audience. Ça, très souvent, malheureusement, les hôpitaux ne sont pas extrêmement forts. Ils sont confrontés à des difficultés. C'est que parfois, les personnes sont en plein délire et ne sont pas capables toujours de pouvoir communiquer les bonnes coordonnées ou la personne de confiance qui pourra être informée de tout ça. Il y a notamment aussi la question de la procédure. Très souvent, pour des questions de facilité, les hôpitaux vont mettre en place la procédure d'urgence, le fameux péril imminent. Or, ce péril imminent, il est prévu par les dispositions de l'article L3212-3 du Code de la santé publique. Et il prévoit qu'il y a un risque d'atteinte à l'intégrité du patient. Il y a un risque caractérisé. En d'autres termes, c'est un peu l'extrême urgence. La personne est sur le point de se suicider, vous voyez. Oui, et là, oui, effectivement, on ne va pas attendre qu'il y ait un tiers qui demande l'hospitalisation. Elle représente un danger pour elle-même. Et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir se passer des garanties procédurales. Un seul médecin, y compris un médecin de l'hôpital, peut prononcer une mesure d'hospitalisation. Le défaut de cette procédure, c'est qu'aujourd'hui, ça devient un peu le droit commun. C'est-à-dire qu'en fait, par facilité, c'est plus simple d'avoir un médecin plutôt que deux. Ouais. C'est plus simple d'avoir un médecin qui est dans votre hôpital plutôt qu'un médecin qui, en plus, n'est pas dans votre hôpital. Oui. Et donc, on constate dans la pratique que les hôpitaux ont régulièrement recours à ce genre de procédure qui, à la base, était censée être exceptionnelle. Oui, d'accord. Pour ça, vous pouvez le soulever en indiquant que le certificat médical qui justifie la mesure d'hospitalisation ne remplit pas l'exigence d'un risque immédiat à l'intégrité du patient pour justifier la dérogation aux garanties procédurales fixées par le législateur. Là, je vous ai indiqué un peu les arguments les plus courants, mais arguments qui malheureusement ne sont pas toujours systématiquement soulevés, à tort ou à raison. Moi, je considère qu'il y a toujours une irrégularité sous-jacente, nécessairement, ne serait-ce que de demander au juge de vérifier que le dernier certificat médical, le plus récent en général, remplit bien toujours les conditions qui ont justifié la mesure d'hospitalisation. Il convient de le rappeler, mais si une de ces conditions a disparu, alors la mesure d'hospitalisation doit prendre fin. Très souvent, on peut constater que, en réalité, les médecins ne caractérisent plus le danger pour le patient ou pour les autres. Et en fait, il y a une personne qui refuse de suivre un traitement. Or, c'est pas le simple fait de refuser de prendre un traitement qui va justifier la poursuite de la mesure d'hospitalisation. C'est le fait que de ne pas poursuivre ce traitement pourrait entraîner un risque. Et ça, là-dessus, on n'a pas d'éléments qui nous permettent toujours de caractériser ce risque. On ne peut pas présumer à l'avance qu'une personne va représenter un risque parce que simplement et automatiquement, elle ne prend pas le traitement qui lui est prodigué. Et enfin, il y a quelque chose qu'on retrouve plus souvent. C'est le patient qui a envie de rester à l'hôpital. Il est OK, ça lui fait du bien, il se repose, il avait un rythme effréné et finalement, cette hospitalisation, elle lui permet de temporiser. Là, pour moi, en tant qu'avocat, je ne peux que m'inquiéter des magistrats qui permettent de poursuivre l'hospitalisation parce que si la personne consent aux soins, c'est plus soin sans consentement. C'est un soin avec consentement. Exactement, donc on change de régime. On passe dans des soins qui, effectivement, vont se faire avec le consentement du patient. Et donc, on doit lui permettre de sortir de l'hôpital à charge. Ensuite, pour l'hôpital, si on constate que la personne, finalement, a bluffé, qu'elle n'a pas poursuivi le traitement et conjonction de coordination et que ça représenterait un risque pour lui ou pour les autres, dans ce cas-là, il pourra rentrer de nouveau dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte. Mais en tout cas, toute la période où il consent aux soins, il doit sortir de ce régime, qui est un régime d'exception. Et ce régime d'exception, il n'est pas fait pour protéger les patients, il est fait pour tous nous protéger. La liberté individuelle, c'est le fondement d'une société démocratique. Merci beaucoup, maître, en tout cas, pour ce retour à chaud d'audience. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Juste, si vous avez aimé ce format, bien évidemment, pensez à vous abonner. Dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous aimez ce format et que cette vidéo fait assez de vues, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment être indemnisé lorsqu'on a été victime d'une hospitalisation illégale, injuste
infondée. Il existe des possibilités d'indemnisation. Et là, on n'a pas eu le plaisir encore de pouvoir en parler, mais en tout cas, on en parlera lors d'un prochain format vidéo. Donc dites-nous en commentaire si vous avez envie de voir se réaliser cette vidéo. Exactement, mais ça, c'est seulement si vous nous dites en commentaire que vous voulez voir cette dite vidéo. Merci Gauthier. Merci à vous. Merci à tous. Abonnez-vous. À bientôt.